Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Je vous raconte. Aujourd'hui, je vous raconte les journées des 5 et 6 octobre 1789. Durant ces journées, les Parisiens, mais aussi et surtout les Parisiennes, font une entrée tonitruante sur la scène politique française. L'historien Georges Michelet résume ces journées par la formule « Le peuple va chercher le roi ». L'historien poursuit « La révolution du 6 octobre, nécessaire, naturelle et légitime, s'il en fut jamais, toute spontanée, imprévue, vraiment populaire, appartient surtout aux femmes, comme celle du 14 juillet aux hommes. Les hommes ont pris la Bastille et les femmes ont pris le roi. Disons-le d'ores et déjà, ces journées ont pour conséquences immédiates l'installation de la famille royale au palais des Tuileries et le transfert de l'Assemblée constituante de la salle des menus plaisirs à Versailles vers l'archevêché dans l'île de la Cité, puis vers la salle du manège aux Tuileries. Avant de poursuivre, dressons le tableau de la France qui vit en cette année 1789 une crise déjà ancienne, une crise politique, économique et sociale. Autrement dit, où en sommes-nous de la Révolution en cet automne 1789 ? L'année 1789 est le grand moment de la réunion des États généraux. Il faut en effet résoudre la grave crise financière que traverse le pays. Il faut trouver une solution à la dette notamment, conséquence de la guerre d'indépendance des États-Unis et de l'inflation. Depuis plusieurs années, la monarchie tente de réformer le système fiscal afin de faire face à cette crise. Mais les résistances sont nombreuses, notamment parmi les privilégiés et les parlements. Louis XVI espère donc obtenir, par la réunion des États généraux, un accord du royaume pour engager de nouveaux impôts et réorganiser les finances du pays. On réunit donc pour cela les trois ordres, c'est-à-dire les deux ordres privilégiés, le clergé et la noblesse, ainsi que le tiers-état. En janvier, le règlement électoral est établi, et en mars de cette année 1789, les élections débutent dans un climat de tension extrême. Pour illustrer ce contexte de tension, évoquons cette émeute de la fin avril 1789. Dans le faubourg Saint-Antoine, à Paris, une rumeur circule selon laquelle Jean-Baptiste Réveillon, fabricant de papier peint, proposerait de baisser le salaire des ouvriers. Cette rumeur déclenche des émeutes sanglantes et une dure répression. On pend les coupables. Marie-Jeanne Trumeau, qui s'était exprimée en propos violents contre le pouvoir et en faveur du tiers-état, est elle aussi condamnée, mais cette femme échappe à la mort en se déclarant enceinte. Le 5 mai 1789 marque l'ouverture des États généraux. Le clergé, la noblesse et le tiers siègent en chambres séparées. Une question devient rapidement centrale. Faut-il voter par ordre ou par tête ? Le tiers-état, qui représente l'immense majorité de la population, refuse que les deux ordres privilégiés puissent imposer leur décision en votant séparément. Le 6 mai, le tiers-état demande donc la vérification en commun des pouvoirs des députés des trois ordres et prend le titre, à la manière de l'Angleterre, d'Assemblée des communes, manifestant ainsi son identification à la nation. Le 10 juin, les communes
après un dernier appel aux deux ordres, décide la vérification à elle seule des pouvoirs de tous les députés. Dans la soirée du 12 juin, commence l'appel nominal des députés par bailliage. 3 curés viennent se réunir au tiers-état, puis 6, dont Henri Grégoire, curé d'Ambert-Ménil, dans la Meurthe. Une fois la vérification achevée, on discute du nom à donner à cette assemblée. Le 15 juin, l'abbé Sieyès, membre du clergé, mais député du tiers-état et auteur du célèbre pamphlet « Qu'est-ce que le tiers-état ?», l'abbé Sieyès prend la parole. Il propose que les communes se constituent en une assemblée représentant la nation française. De son côté, Honoré Gabriel Riquetti de Mirabeau suggère le nom de représentant du peuple français. Le 16 juin, Sieyès revient défendre sa motion et propose désormais le nom d'Assemblée nationale. Les débats se prolongent jusque tard dans la nuit. Le 17 juin, plusieurs motions sont mises aux voix. Celle de l'abbé Sieyès l'emporte par 491 voix contre 90. Le tiers se constitue alors en Assemblée nationale. Par un premier décret, cette nouvelle Assemblée décide provisoirement la perception des impôts et le service de la dette publique. Le 17 juin 1789 marque une rupture politique fondamentale. En se proclamant Assemblée nationale, le tiers-État affirme représenter la nation française. La souveraineté, jusque-là détenue par le roi, commence alors à passer entre les mains de la nation représentée par ses députés. Cette journée ouvre également la voie à une nouvelle organisation des pouvoirs politiques. Rétrospectivement, on peut juger que c'est l'événement fondateur de la démocratie française. C'est l'origine de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Le 19 juin, le clergé décide de se réunir au tiers après un scrutin serré. Le roi tente alors de s'opposer à cette assemblée. Pour cela, il fait tout simplement fermer la salle des menus plaisirs à Versailles où l'assemblée se réunissait. Le 20 juin, les députés se rendent alors dans une salle proche où l'on pratiquait le jeu de paume. En ce lieu, ils prêtent le fameux, célèbre serment du jeu de paume, qui dit « Nous jurons de ne jamais nous séparer et de nous réunir partout où les circonstances l'exigeraient, jusqu'à ce que la constitution du royaume fût établie et affermie par des fondements solides. » Le 23 juin, en séance royale, Louis XVI expose son programme et ordonne aux ordres de siéger séparément. La séance terminée, les députés du tiers et une partie de ceux du clergé refusent de quitter la salle contrairement aux ordres du roi. 47 députés de la noblesse rejoignent le tiers. Le 27 juin, le roi demande au clergé et à la noblesse de se réunir au tiers. Fin juin, début juillet 1789, un mouvement de troupes se dirige vers Paris et Versailles. Le 11 juillet, le roi renvoie Necker. Le 14, la Bastille est prise. Son gouverneur et le prévôt des marchands sont assassinés. La prise de la Bastille symbolise alors l'effondrement de l'autorité royale à Paris et l'entrée du peuple dans le cours de la Révolution. Le 16 juillet, Necker est rappelé par le roi. Le 17, le monarque arbore la cocarde à l'hôtel de ville de Paris, où il est reçu par Bailly, le nouveau maire. Fin juillet, début août 1789 ont lieu en province les insurrections paysannes et la Grande Peur. La France
est alors parcouru par des paniques et des révoltes violentes liées aux événements dont nous venons de parler. Et les rumeurs circulent. Les Anglais prépareraient un débarquement, les aristocrates prendraient les armes contre le peuple, les accapareurs spéculeraient sur le prix des grains. À ces peurs se mêlent destruction de châteaux, agitations urbaines, incendies, émeutes et assassinats qui embrasent une grande partie du pays. Le 22 juillet, à Paris, Foulon de Douai et Berthier de Sauvigny sont massacrés par la foule. Dans la nuit du 4 août, l'Assemblée vote l'abolition des privilèges et engage le démantèlement du système féodal. Les décrets sont ensuite rédigés et mis en forme dans les jours suivants. Le 26 août, l'Assemblée adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le 11 septembre, on discute à l'Assemblée à propos du droit de veto du roi. Le veto suspensif est adopté par 673 voix contre 325. Ainsi, le roi conserve le pouvoir de retarder l'application d'une loi votée par l'Assemblée. Le 12 septembre, l'Assemblée toutefois s'impatiente, car les décrets issus de la nuit du 4 août n'ont toujours pas été sanctionnés par Louis XVI. Le 21 septembre, le roi se borne à une réponse dilatoire. Dans la presse, on écrit également que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'a toujours pas reçu l'approbation royale. Dans le même temps, les tensions autour des subsistances s'aggravent à Paris. Les Parisiens craignent un complot de la famine et redoutent également un complot aristocratique. Nous le voyons, cette année 1789 est donc marquée par une accélération brutale des événements. Le royaume traverse à la fois une crise politique, une crise sociale et une crise économique. Le peuple intervient désormais directement dans le cours de la Révolution, tandis que la monarchie apparaît de plus en plus fragilisée. À Paris, la peur, les rumeurs et la question du pain entretiennent une agitation permanente. Tout semble prêt pour une nouvelle explosion populaire. Paris est en effervescence, Paris est un véritable chaudron. La capitale française compte environ 700 000 habitants en 1789. C'est un chiffre important. Les contrastes sociaux sont considérables dans cette ville. On y trouve les gens les plus riches et les dirigeants de l'État, mais aussi une population pauvre qui habite la partie est de la ville. On trouve là mendicité et délinquance, mais les marginaux ne sont pas ceux qui participent aux émeutes. En effet, dans cette ambiance tendue, ce sont surtout les travailleurs qui sont surveillés par la police. En ces temps pré-révolutionnaires et révolutionnaires, on contrôle surtout le monde du travail. Il existe déjà un livret qui est indispensable pour trouver un emploi. En ces années 1780, les grèves sont fréquentes. Face au risque d'émeute, l'approvisionnement en pain demeure le seul moyen de maintenir l'ordre. Il faut aussi que le prix du pain soit fixé et que ce prix soit acceptable par la population. Le pain représente alors une part énorme des dépenses populaires. Pour certains ouvriers parisiens, il peut absorber jusqu'à 80 à 90% du revenu quotidien. Le moindre problème d'approvisionnement provoque donc immédiatement colère, peur et agitation. Depuis plusieurs décennies déjà, les émeutes frumentaires se multiplient dans le royaume. Beaucoup pensent que le pouvoir, les spéculateurs ou les accapareurs cherchent volontairement à affamer la population. Précisons néanmoins que la récolte de 1789 a été bonne, mais elle n'a pas encore été battue. Les troubles de l'été dont nous venons de parler ont rendu difficile la circulation des grains et l'approvisionnement des marchés.
Le chômage est aussi aggravé par l'émigration des familles aristocratiques. Elles ont congédié leurs domestiques et privé de travail leurs fournisseurs de l'artisanat parisien. L'argent se cache en attendant des jours meilleurs, et l'échec des 2 emprunts de Necker en août a ravivé les craintes de la bourgeoisie rentière. Ce sentiment de peur est à son comble quand le régiment de Flandre gagne Versailles. Tout Paris se sent menacé. Le bruit court que le roi pourrait partir à Metz. L'ensemble du parti patriote, c'est-à-dire les députés de Versailles, la garde nationale et la démocratie parisienne, se prépare donc à cette éventualité. Et il est prêt à faire reculer, à contraindre le roi. Ce climat de tension et de violence inquiète, bien entendu, le pouvoir royal. Le 14 septembre 1789, le roi a donc ordonné au régiment de Flandre, stationné à Douai, de se rendre à Versailles pour maintenir l'ordre face à d'éventuelles émeutes. Le déclencheur de la marche sur Versailles, c'est le fameux banquet du 1er octobre 1789 qui se tient dans la salle de l'Opéra. Ce jour-là, le régiment de Flandre est accueilli par les gardes du corps du roi qui organisent donc un banquet à l'Opéra, comme le veut la tradition entre officiers. On boit un peu, beaucoup, on fait la fête et on chante. On chante sur l'air joué par l'orchestre. Un orchestre qui joue un extrait de Richard Cœur de Lion. Richard Cœur de Lion, c'est un opéra comique qui date de 1784 et qui a été composé par André Grétry. Et dans cet opéra, il y a le fameux air de Blondel, « Ô Richard, ô mon roi », qui deviendra un air royaliste très populaire pendant la Révolution française. Il commence par ces paroles « Ô Richard, ô mon roi, l'univers t'abandonne. Sur la terre il n'est que moi, qui s'intéresse à ta personne. Moi seul, dans l'univers, voudrais briser tes fers, et tout le reste t'abandonne. » Le roi, la reine et le dauphin se présentent alors à ce banquet. Ils s'y invitent, et c'est une explosion d'enthousiasme parmi les convives. C'est durant cette soirée qu'on jette et piétine les cocardes tricolores. Des cocardes noires et blanches apparaissent en hommage à la famille royale. Et la nouvelle de cette soirée du 1er octobre, se propage jusqu'à Paris. À ce moment-là, fêtes et repas s'enchaînent à Versailles. Et donc à Paris, l'orage gronde. Joseph Adrien Leroy, historiographe versaillais, écrit « Depuis l'arrivée à Versailles des dragons de Lorraine, du régiment de Flandre, et depuis le séjour dans cette ville des 4 compagnies des gardes du corps, le bruit ne cessait de courir dans tout Paris du départ du roi et de la dissolution de l'Assemblée. Partout on se réunissait dans les jardins publics, les rues et les places étaient remplies de groupes animés dans lesquels le désir d'enlever le roi de Versailles pour le conduire à Paris était le but de tous les discours. Le dimanche 4 octobre, les choses s'accélèrent. Et l'historien François Furet écrit « Le palais royal des grands jours réclame une marche sur Versailles pour ramener le roi à Paris. » Nous y voilà. Nous sommes le lundi 5 octobre au matin. Ce qui motive la marche sur Versailles, c'est avant tout la disette, le manque de vivres. La rumeur du banquet fastueux du 1er octobre attise la colère. Les femmes notamment, celles qui vendent sur les marchés et que l'on surnomme les poissardes, ne parviennent plus à nourrir leurs familles et elles s'organisent. À leur tête, on retrouve Renée Audu,
une des figures des halles parisiennes. C'est une femme de pouvoir, non révolutionnaire pour autant, qui marche régulièrement à Versailles et qui est reçue, nous dit-on, par le roi. Ce jour du 5 octobre 1789, les femmes forment un cortège qui grossit et se dirige vers la place de Grève. Le cortège se poste devant l'hôtel de ville. Parmi ces femmes, il y a Louison Chabry, ouvrière en sculpture, et Rose Barré, ouvrière en dentelle. Elles veulent être reçues, mais c'est une fin de non-recevoir. Des hommes les rejoignent. Tiens, parmi eux, des volontaires de la Bastille, rangés derrière Hulin. La foule se procure alors des armes blanches, des pistolets, des fusils et quelques canons. La foule rejoint ensuite les Champs-Élysées et prend la direction de Versailles. On peut établir le trajet suivant: Paris, Chaillot, Passy, Sèvres, Viroflay et Versailles. La présence massive des femmes marque l'esprit des contemporains. On va à Versailles à pied. Versailles se trouve à environ 17 km de Paris. On pense qu'avec les canons plus la pluie, il faut compter 5 à 6 heures pour gagner le palais. Cela laisse le temps de prévenir le roi, de prévenir l'Assemblée et d'alerter la municipalité parisienne ainsi que la garde nationale. On compte entre 6 000 et 7 000 femmes. Devant l'hôtel de ville, on est sûr qu'elles ont réclamé du pain. Mais au fil des heures, la marche se transforme en un acte plus politique. Un second cortège se met en route, juste après le premier. En effet, Lafayette prend la tête de plusieurs milliers d'hommes, avec d'autres Parisiens. Ce nouveau cortège est constitué majoritairement d'hommes armés et en uniforme. Les femmes qui ont pris des chemins différents arrivent en ordre dispersé. On se prépare donc à les recevoir. Tiens, le roi revient juste du bois de Meudon où il était parti chasser. Face à elle, il y a les gardes du corps du roi, le régiment de Flandre, des dragons et la garde nationale de Versailles. La grille du château est fermée. Les femmes se présentent d'abord à l'Assemblée. Ce 5 octobre, cette Assemblée débat une fois encore des blocages imposés par Louis XVI. Le président de l'Assemblée, Mounier, ainsi qu'une députation de ses membres se rendent au château afin de supplier le roi de bien vouloir accepter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que 19 articles de la Constitution qui lui ont été présentés. Cette Constitution sur laquelle les députés sont en train de travailler, cette Constitution qu'ils sont en train de rédiger. Un groupe de 15 femmes, choisies comme porte-parole, sont autorisées à apparaître à la barre. Avec elles, il y a Maillard. Maillard réclame du pain et la punition de ceux qui ont insulté la cocarde. Stanislas-Marie Maillard a participé à la prise de la Bastille, lui aussi, le 14 juillet 1789. Une nouvelle députation est désignée ensuite pour se rendre auprès du roi, députation menée par Mounier. Il est donc, nous venons de le dire, président de l'Assemblée et il se fait accompagner de quelques femmes. Vers 21h30, ce 5 octobre, Mounier revient avec la réponse du monarque. Louis XVI accepte les décrets et promet des ordres pour l'approvisionnement de Paris en grains. Vers 22h30, l'Assemblée apprend l'arrivée de Lafayette et de sa troupe. Des femmes se sont installées dans la salle de l'Assemblée et perturbent le déroulement de la séance. Elles veulent qu'on délibère à propos du pain et non à propos d'autres affaires à leurs yeux moins urgentes. Vers 2h du matin, le roi et la reine sont allés se coucher. Le matin du 6 octobre, de nouveaux incidents se produisent lorsqu'un garde du corps abat un garde national. La foule qui a dormi ou veillé devant le château l'envahit
et 2 gardes du corps sont tués et leurs têtes tranchées. Lafayette arrive avec un peu de retard. Le calme revient cependant quand le roi, la reine et le dauphin se présentent au balcon devant la foule rassemblée. À ce moment-là, on crie « Vive le roi !» et puis on ajoute « À Paris !» Le roi accepte de se rendre dans la capitale. C'est peut-être une défaite pour lui, mais en tout cas, on l'acclame. Un immense cortège populaire quitte alors Versailles en début de l'après-midi. En tête, il y a les gardes nationaux, puis les femmes armées, les soldats des armées du roi, puis le carrosse royal. Le carrosse royal aussi lourd qu'un cercueil, selon le mot de François Furet, suivi des députés et de la foule victorieuse. À 19h, le cortège royal arrive à Paris pour être reçu à l'hôtel de ville par le maire Bailly. Le roi apparaît à la fenêtre et se présente aux Parisiens. Vers 22h, Louis XVI et sa famille arrivent enfin aux Tuileries. Le roi est maintenant, selon certains historiens, prisonnier dans sa capitale. Au même moment, une seconde vague d'émigration déserte le pays. Avec la venue du roi et de l'Assemblée nationale à Paris, la ville retrouve son statut de centre du pouvoir. Conscient de la pression de l'opinion publique, le roi a finalement accepté de sanctionner les décrets des 4 et 26 août et les premiers articles de la future Constitution. Pendant ce temps, la contre-révolution s'organise et s'amplifie car les opposants à la révolution s'aperçoivent que le peuple fait basculer les événements. En outre, ces 2 jours d'octobre ont montré le pouvoir des femmes et cela va provoquer de la défiance à leur égard. Le jour même du 6 octobre à l'Assemblée, Mirabeau dit que cette journée constitue une journée mémorable de concorde. Mais d'autres demandent des mesures pour empêcher les violences et les débordements populaires. La peur des foules révolutionnaires grandit rapidement. Quelques semaines plus tard, après le lynchage d'un boulanger accusé d'être un accapareur, l'Assemblée vote la loi martiale du 21 octobre 1789. Désormais, les autorités municipales peuvent faire intervenir la garde nationale et même tirer sur la foule après sommation. Le texte dit « L'armée et les autorités municipales peuvent légalement tirer sur la foule après 3 sommations et après déploiement du drapeau rouge. » La Révolution entre ainsi dans une période où la peur du désordre populaire devient une préoccupation majeure du pouvoir. Il règne donc une atmosphère de guerre civile très forte dans toute la France, mais aussi dans tout l'Empire. Ainsi, à Saint-Domingue, en Martinique et en Guyane, ont lieu des révoltes d'esclaves dès l'automne 1789. Les colons se révoltent également, et certains défilent à Saint-Pierre en Martinique avec des drapeaux américains et des drapeaux tricolores. La loi martiale va également radicaliser de nombreux révolutionnaires de gauche, tels Jean-Paul Marat et Élisée Loustalot, qui critiquent l'état d'exception et le retour finalement aux recettes de la monarchie. Pour l'historien François Furet, ces 2 jours d'octobre 1789 sont aussi décisifs que la journée du 14 juillet. Ces 2 jours marquent le terme de ce que fut bien avant la solitude solaire de Louis XIV. Ces 2 jours d'octobre liquident aussi le peu qui restait de la puissance royale qui s'est progressivement érodée durant tout le XVIIIe siècle. Ces 2 jours d'octobre sont la confirmation de la force illimitée de la souveraineté du peuple, décrétée, après tout, quelque temps plus tôt par l'Assemblée.
Cette souveraineté, le peuple en a fait sienne, et les mois qui suivent nous montrent qu'elle est bien enracinée dans les esprits. Quant à l'emploi de la force et de la violence, Marat écrit au mois de novembre, dans l'Ami du peuple, « La philosophie a préparé, commencé, favorisé la révolution actuelle. Cela est incontestable. Mais des écrits ne suffisent pas. Il faut des actions. Or, à quoi devons-nous la liberté qu'aux émeutes populaires ? Je vous raconte s'achève, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt ou à plus tard pour notre prochain podcast consacré à la Révolution française.